Bonjour, on se retrouve et aujourd'hui on va parler d'un sujet spécial. Aujourd'hui nous allons parler des femmes asiatiques sur le marché sexuel occidental. Alors oui je suis sérieux, oui c'est complètement con, oui c'est sans doute un peu raciste et c'est sans doute totalement misogyne. Mais laissez-moi vous raconter pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet. Laissez-moi une chance. Encore un instant, monsieur le bourreau, encore un instant. En fait, j'ai récemment vu Woman on the Beach de Hong Sang-soo. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point j'aime ce réalisateur, qui est un réalisateur coréen, la fausse Corée malheureusement. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ça raconte l'histoire d'un triangle amoureux. On a un grand réalisateur connu, on a un ami à lui et on a soi-disant la petite copine de l'ami à lui. Les trois vont à la plage et ce qui doit se passer se passe, c'est-à-dire que la fille se montre bien plus intéressée par le réalisateur que par son ami. Le réalisateur le sait parce qu'il va même lui demander « Ouais, tu préfères qui ?» Et la fille va lui dire « Bah, c'est vous que je préfère. » Et pourtant, il a beau avoir cette information, il va quand même se comporter comme un véritable connard avec cette fille-là. Alors, il s'est déjà comporté comme un connard avant dans le film, il a insulté copieusement un serveur. Et puis là, lorsque la fille va lui dire qu'elle a passé des années en Allemagne, lui, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu fais si jamais tu as une fille qui te dit qu'elle a passé des années à l'étranger? Attention, petit moment super séducteur. 그 외국인들 사귀어 봤어요? 남자들. 남자들. Not the best choice. 진짜로 만난 거 한 두세 사람 정도? 많이 사귀었네요. 너 말하지 말라 그랬지. Wrong choice here. 동양 여자들 좋아하지. 그냥 동양 여자들만 보면 미쳐가지고 못생겨도 다 이쁘다고 난리니까. Still not the best choice. 꼭 그런 건 아닐 거예요. 아, 프리미엄이 있잖아요. 여기서 가면 거기는 없으니까 흔하지도 않고. 이 동양 여자에 대한 환상이 있어요 또. You don't want to do that. 여기서 안 팔리는 것들이 거기 가면 경쟁력이 있으니까. Funny in movies, but please, don't do this in real life. Bah évidemment, on lui reproche d'avoir pratiqué le coït avec des étrangers, mais bien sûr, c'est évident. Et donc à la fin de cette logorée, en fait, ce qu'on a appris sur le réalisateur, c'est qu'en fait, il n'aime pas que les femmes asiatiques aillent en Occident pour se faire baiser par des blancs, parce que soi-disant, bah lui, il trouve que même les femmes moches asiatiques dont personne ne veut en Asie, bah elles devraient rester chez soi, on ne devrait pas comme ça déménager, et encore moins pour trouver un partenaire sexuel, on devrait vraiment rester sur place. Et on rentre absolument dans tous les clichés, parce qu'il va même parler de la taille de la bite. 아니 혹시 내가 한국 남자니까 그 서양 놈들 거기 사이즈 열등감 있어서 이러나 보다 생각할 수도 있는데 그거 아니고요. Et cette scène-là m'a fait immensément rire parce que je trouve ça extrêmement drôle de voir un réalisateur comme ça reconnu devenir complètement pathétique, totalement pitoyable, à être là comme ça, être en train de reprocher à une femme qui vient de rencontrer en fait que ah bon t'as couché avec des étrangers mais bon tu vois moi ça me dégoûte un peu, franchement non franchement elle est moche, faut qu'elle reste en Corée malgré tout et tout. Mais outre la blague, ça m'a intéressé à plusieurs niveaux et je parle pas là en termes politiques mais vraiment en termes d'écriture artistique. Parce que déjà comme je viens de le dire, on se rend compte que ce réalisateur qui est un réalisateur reconnu, qui impressionne son ami et qui impressionne la jeune fille, et ben en fait c'est juste un pauvre type ordinaire, voilà, un pauvre type totalement banal qui a les mêmes idées réactionnaires que n'importe qui. Et là on voit que c'est important dans le film, c'est que Hong Sang-soo va revenir plusieurs fois dessus, plusieurs fois il va insister avec cette idée-là, plusieurs fois le personnage il va venir, il va débarquer, il va lui dire ah mais non mais quand même pourquoi est-ce que t'as couché avec des étrangers quand même franchement. Et il y a une scène où il va même lui expliquer à l'aide d'un schéma absolument ridicule, qu'en fait ça lui a donné une mauvaise image d'elle, mais parce que bon pour l'instant il la prend quand même un peu pour une traînée. 너가 외국 남자하고 잔 건 이거는 그 섹스할 때 여자가 신음하는 얼굴이라고 하고 이거는 그 외국 남자의 성기 이미지라고 하고 이거는 그 비디오에 나오는 섹스 비디오에 나오는 그 이상한 체위라고 생각을 할 때 이 세 포인트가 세트가 되는 순간에 이 기존의 불결한 이미지에 딱 맞아 떨어지는 거거든. Et en parlant comme ça de ce réalisateur qui en fait est d'une profonde banalité, d'une profonde médiocrité, je parle pas en tant que réalisateur mais je parle en tant qu'être humain, voilà, un réalisateur c'est juste un être humain comme les autres, je rejoins un peu en pensée ce que disait François Bégodeau dans son dernier podcast sur Un conte de cinéma, du même Hong Sang-soo. Et c'est ça qui est intéressant chez Hong Sang-soo, c'est pas parce que tu es réalisateur qu'en fait tout à coup tu vas avoir une certaine hauteur morale qui va te rendre, on va dire, supérieur à tous les autres. C'est-à-dire qu'en fait tu es un réalisateur, tu es une pauvre merde comme absolument tout le monde. Enfin une pauvre merde, voilà, ce sont mes mots, vous vous doutez bien.
Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait le cinéma Dong Sanso est comme un cinéma qui est assez réaliste, ou du moins qui se veut réaliste, qui fait une part belle au réel. Parce qu'il faut pas croire que dans la réalité c'est autre chose, faut pas croire que dans la réalité les artistes sont des gens comme ça qui ont une certaine hauteur morale, qui surplombent un peu le débat public, qui surplombent un peu tous les affects et qui ont des comportements absolument irréprochables. C'est pas parce que vous admirez le travail artistique de quelqu'un que cette personne n'est pas un sombre enfoiré, et qu'il n'est pas finalement aussi médiocre humainement que vous. Et ça arrive à un deuxième point, que j'ai déjà abordé, c'était le livre donc Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust, où justement il explique qu'il y a une différence entre l'homme et l'artiste, que j'avais expliqué dans cette vidéo sur Usul, dans laquelle je disais cette phrase prophétique que je ne peux m'empêcher de vous rediffuser. Et je pense que même Usul peut s'en apercevoir, c'est-à-dire qu'il ne dit pas la même chose dans ses vidéos que ce qu'il va dire à ses potes dans une conversation. Avec ses amis dans une conversation, il va peut-être être beaucoup plus virulent, beaucoup plus violent, que lorsqu'il est juste en train d'écrire une vidéo, il essaie d'être pensé, d'être posé, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, ça me prouve que Proust a raison, que j'ai raison, et que les petits moralisateurs avaient tort. Mais surtout, donc, cette différence entre le réalisateur, entre son travail artistique et l'homme, elle est quand même montrée dans le film de Dong Sanso. C'est-à-dire qu'on ne voit pas son travail cinématographique, le réalisateur, mais on sent quand même que la fille, à un moment donné, à la fin, elle dit « Ouais, mais moi je vous aime comme réalisateur », et finalement, en fait, comme être humain, elle n'est pas sûre d'être amoureuse de lui. 영화에서 느낀 거랑은 많이 다르시네요. 감독님도 그냥 한국 남자들이랑 똑같으시네요. 미안하지만. 뭐가 미안한데요? 아이, 그건 취소고요. 그냥 한국 남자라고요. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être amoureux d'un réalisateur, de l'idée qu'on se fait d'un grand réalisateur, mais par contre, quand on a l'homme en face, plus trop. Bref, vous avez bien compris, vu que j'en parle à chaque fois, que cette question de la hauteur morale d'un artiste me passionne profondément, et on y reviendra sans doute encore et encore. Mais là, surtout, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut écrire un personnage comme ça qui soit profondément, un enfoiré? Est-ce qu'on peut écrire artistiquement un personnage qui soit comme ça? C'est-à-dire, dans ce cas-là, un personnage qui est sexiste, c'est-à-dire que voilà, il méprise les femmes parce que les femmes ne sont pas capables de faire leur propre choix. D'ailleurs, c'est assez marrant la réponse que la jeune fille dit dans le film, quand lui il oppose sa théorie comme ça. Oui, non, faut rester à la maison, dans le bon pays. Vous n'allez pas offrir votre cul à n'importe quel étranger. Et la fille, elle lui répond juste ça. 여보세요. 사람끼리 만나는 거예요. 그런 거 아니고. On voit qu'il y a quand même une différence de nature entre l'autre et ça diatribe complètement raciste. Parce que oui, du coup, c'est du racisme anti-occidental, anti-blanc. Mais surtout, il prive totalement les femmes de leur capacité à agir, à faire des choix. Et du coup, c'est assez marrant parce que ce truc sur le métissage, comme quoi il faudrait pas métisser, comme quoi les femmes blanches seraient la proie de vils prédateurs, on le retrouve dans un discours en Occident également, notamment avec ce mème, qui me fait beaucoup rire, et qui a d'ailleurs été utilisé récemment par un compte Twitter qui s'appelle Mème de gauche, sous cette forme-là, et il a dû supprimer après parce qu'en fait, il s'était pas rendu compte que c'était raciste. Comment tu fais pour pas voir qu'il y a un problème? Mais ça m'a bien fait rire. Il s'est adressé à mon intelligence. Donc je reviens sur mon personnage comme ça, qui est raciste, qui est sexiste. Est-ce qu'on peut écrire ce type de personnage-là? Et normalement, si vous suivez ma chaîne, vous devez vous dire, oui, on peut écrire un personnage qui est raciste, etc. Et puis même, on peut donner l'exemple d'un méchant dans un film, d'accord? Le méchant dans un film, il peut avoir toutes les velléités génocidaires qu'il veut. On a le droit d'écrire un méchant qui soit purement et simplement un enfoiré fini. Mais maintenant, je pose la même question. Est-ce qu'on peut, dans une œuvre d'art, mettre en avant un personnage qui, en fait, est un véritable enfoiré, mais comme chacun de nous, c'est pas pour dire qu'il c'est plus un enfoiré qu'un autre, c'est-à-dire qu'il a les mêmes, velléités racistes que n'importe qui, il a les mêmes relents misogynes que n'importe qui. Le but, c'est pas de l'accabler, mais disons qu'il exprime cette partie de lui qu'en général, c'est plutôt d'enfuir, de cacher. D'ailleurs, Bruno Dumont a fait un excellent film à ce sujet qui s'appelle La vie de Jésus, où en fait le héros c'est un peu la métaphore de la partie raciste qui est en chacun de nous, et partie raciste qu'il faudrait justement ne pas laisser s'exprimer au grand jour. Mais donc voilà, si ce personnage terriblement banal dans son racisme et dans son sexisme, est-ce que on peut le présenter? On peut le présenter sans le condamner, est-ce qu'on peut le présenter sans le juger? Si le film ne dit pas s'il faut le prendre comme modèle ou non. Et je fais cet aparté-là parce qu'en fait, j'ai ouï dire que certaines personnes considéraient que James Bond 007 pouvait être un modèle à suivre pour retrouver confiance en soi. J'ai ouï dire ça. Voilà. Je ne sais pas où. Je pense que vous trouverez par vous-même. Mais c'est complètement con. On est d'accord que c'est complètement con. Et que c'était pour ça, parce que James Bond est un modèle pour avoir confiance en soi, et qu'il fallait des James Bond noirs pour que les noirs puissent aussi retrouver confiance en eux et avoir des modèles comme ça de personnes de confiance. Enfin, qui ont la confiance. Vous avez compris? Mais c'est débile. On est d'accord que c'est débile. On est d'accord que... Dans quel monde est-ce que tu penses que James Bond est un modèle? Dans quel monde est-ce que tu penses que James Bond est un modèle? Un modèle de quoi? À quel niveau d'aliénation on peut être pour considérer que James Bond est un modèle d'aliénation et de machisme d'ailleurs
Marrant pour des gens qui se prétendent féministes. Bref, mais je m'égare. Je repars sur mon personnage de Hong Sang-soo. On a un personnage qui est un réalisateur. On te dit pas si ce qu'il fait c'est bien. On ne le juge pas. On te dit pas s'il faut le prendre comme modèle. On te dit pas s'il faut l'envier. Voilà, c'est à toi, ton propre jugement de spectateur sur le film. Est-ce qu'on peut écrire un personnage comme ça? Parce qu'encore une fois, Hong Sang-soo ne juge pas son personnage et ne le condamne pas. Je suis désolé, mais en fait, vu les polémiques récentes qu'il y a pu y avoir, j'ai un peu peur que certaines personnes ne soient juste pas capables de comprendre ça. Alors, j'ai un peu honte de parler de ça, parce que je vais parler de Te vois, un truc comme ça qui passe sur Tfin, où il y a un type qui s'appelle Te Vivi, qui a interprété une chanson qui s'appelle Suicide Social de Orelsan, le petit Orelsan. Je déteste Orelsan, vous le saviez que je déteste Orelsan. Non, clairement, c'est pas mon style de musique, je n'ai aucune prétention à être musicologue ou quoi que ce soit, mélomane, mais je trouve ces textes une bêtise profonde, et puis la musique, clairement, je trouve ça l'inverse de stylé, pour paraphraser quelqu'un. Cette grande aparté d'analyse musicale à part. Voilà, donc en fait, Orelsan, donc il a écrit une chanson il y a à peu près, une dizaine d'années, qui s'appelle Suicide Social, où en fait il reprend un monologue du film La 25e heure de Spike Lee, qui est un très bon film que je vous invite à voir. Ce passage-là, c'est pas mon préféré du film, parce que je trouve que ça fait quand même un peu adolescent, je trouve ça un peu facile, ça fait un peu séance choc, facile, séance marquante pour que le spectateur reparte avec ça, mais en fait, pour moi, c'est pas la qualité principale du film. Reste que la séquence, je la trouve bien quand même, c'est juste pour mettre un petit bémol. Donc Orelsan reprend cette séquence-là, où en fait, dans le film, La 25e heure, Edward Norton insultait tout le monde, et à la fin, il s'en prenait à lui, il disait « fuck you », machin truc, il disait son prénom. No, fuck you, Montgomery Brogan. You had it all and you threw it away, you dumb fuck! Et Orelsan, à la fin de sa propre chanson, il se suicide, enfin, son personnage se suicide, pour bien que tu comprennes que c'était pas Orelsan qui était le narrateur, mais bien son personnage. Et que les deux étaient à différencier. Parce qu'Orelsan s'est pas suicidé. Et donc, dans cet extrait où il s'en prend à tout le monde, et à un moment donné, il s'en prend aux homosexuels, il s'en prend aux journalistes, il s'en prend à tout le monde. Sauf que c'est un personnage. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est un personnage. Et même moi qui trouve qu'Orelsan c'est de la merde, je comprends, c'est un personnage qui parle, et donc je vais pas juger Orelsan parce qu'il fait parler un personnage. Du coup, visiblement, le fait que Te Vivi, il a osé chanter une chanson avec des propos homophobes qui n'émanent pas de l'interprète de la chanson, mais d'un personnage, ça crée polémique, et ça crée tellement polémique, en fait, on a absolument voulu montrer que lui, il était homophobe, en allant déterrer des tweets qui datent d'il y a plusieurs années. Alors voilà, tout le monde adore faire ça, voilà, quand Ménel ne plaît pas, la fille voilée, pareil, dans la même émission de merde, il me semble, j'ai jamais regardé, je regarde pas TF1 depuis 15 ans, quelque chose comme ça, et oui, regardez, ça c'est l'esprit de quelqu'un qui n'a pas regardé TF1 depuis 15 ans. Beau gosse, non? Voilà, donc on va déterrer des tweets pour essayer de dire « Mon Dieu, cette personne n'est pas respectable, on va la dégager, etc. » Donc en fait, il y a une volonté d'assimiler le chanteur aux propos qui étaient tenus dans la chanson. Et moi, ce qui me pose problème là-dedans, c'est qu'en fait, on a fait cette recherche comme ça, ce petit travail comme ça de fouine, de petit travail de la Gestapo, juste parce qu'on ne pouvait pas considérer tout simplement qu'on puisse dire ce texte en l'interprétant et que les propos tenus soient les propos d'un personnage. Non, il fallait que ce soit l'interprète qui pense ces paroles. Là, on n'est même plus sur la différenciation entre l'homme et l'artiste, on est sur la différenciation entre le personnage écrit par un auteur différent et l'interprète qui interprète ce personnage. Bon bref, vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est comme si tu reprochais par exemple à un acteur de jouer Judas. Fut un temps, il était pas bon d'être Judas au théâtre. Donc moi j'appelle ces gens-là des moralisateurs, d'accord? Ce ne sont que des moralisateurs, ce ne sont pas des gens qui s'intéressent à l'art. Ce sont des gens qui ont envie de calquer leur propre vision sur l'art. Et ça tombe bien, récemment j'ai lu L'art du roman de Kundera. Et c'est bon là! Bon, je suis désolé, la pintade elle crie, voilà, on ne peut rien y faire, voilà, donc il faut l'accepter, voilà, ça ne dépend pas de vous, donc vous l'acceptez, accepte. C'est du rythme, on pourrait faire un morceau de Daft Punk avec, Donc Kundera dit ça. L'homme souhaite un monde où le bien et le mal soient nettement discernables, car est en lui le désir inné et indomptable de juger avant de comprendre. Sur ce désir sont fondées les religions et les idéologies. Elles ne peuvent se concilier avec le roman que si elles traduisent son langage de relativité et d'ambiguïté dans leurs discours apodictiques et dogmatiques. Donc là, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est une pulsion, d'accord, ce besoin qu'on nous dise ce qui est bien et ce qui est mal, c'est une pulsion contre laquelle il faut lutter, d'accord, c'est une pulsion contre laquelle il faut lutter. Et ceux qui veulent, en fait, juger Orelsan, d'accord, on peut le juger bien sûr artistiquement, on peut juger sur la qualité de son texte, on peut juger sur sa mélodie, d'accord, tout ce que je ne suis pas capable de faire parce que je m'y connais pas assez. Et ça m'empêche pas d'avoir un avis qui est sans doute pas très étayé, je le répète. Il y a une chose qu'on peut pas le juger, c'est on peut pas le juger sur le fait d'avoir maintenu une ambiguïté si ce personnage qui va se suicider, s'il le condamne ou pas. Est-ce qu'on peut même condamner un personnage qui va se suicider, qui a des idées noires et qui insulte tout le monde? Est-ce que moralement on peut le condamner? Bon, ta gueule! Viens là! Yobé!
Et donc pour tous ceux qui voudraient juger Orelsan pour avoir osé écrire, oh mon Dieu, un texte avec dedans un personnage qui tient des propos homophobes, voici ce que dit Kundera. Alors Kundera parle du roman, je prends la liberté d'extrapoler, de dire que ça peut s'appliquer à tous les auteurs, que ce soit des paroliers de chansons, que ce soit des réalisateurs de films. L'écrivain s'inscrit sur la carte spirituelle de son temps, de sa nation, sur celle de l'histoire des idées. Le seul contexte où on peut saisir la valeur d'un roman est celui de l'histoire du roman. Le romancier n'a de compte à rendre à personne, sauf à Cervantes. Et c'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire que le romancier, en fait, dans son roman, lorsqu'il est dans la pratique artistique, il n'a de compte à rendre, on va dire, qu'au premier, qu'au meilleur d'entre eux. D'accord ? Celui qui a fondé le genre, celui qui a sublimé le genre. En quoi un auteur, aussi médiocre soit-il, a-t-il quelque chose à devoir à Jean-Kévin du 92 qui tweet ? Et j'aime bien également la phrase qu'il y avait juste avant, où il dit qu'en fait, seule en fait la place de ce roman dans l'histoire du roman va permettre d'en comprendre la valeur. C'était exactement ce que je disais dans cette vidéo-là, que certains ont décrié en disant « Oh non, on n'a pas besoin du temps pour faire la valeur d'un roman, hein !» Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Kundera. Et on verra dans d'autres vidéos que Schopenhauer dit la même chose. Et moi, je suis d'accord avec eux. C'est pas du tout un argument d'autorité. Pas du tout. Et donc, si toi, tu t'es égaré sur cette vidéo et tu es persuadé que non, les personnages d'un roman doivent répondre à un certain dogme moral, j'ai une nouvelle pour toi. Tu peux bien le prendre ou mal le prendre, tu es un misomuse. Un quoi, tu vas me dire? Un misomuse, c'est un terme, alors je sais pas si c'est un néologisme de Kundera, en tout cas je l'avais jamais entendu avant. Bon, je pense que vous allez comprendre la racine du mot, un miso comme la soupe, et muse comme le groupe. On rigole, hein, mais on voit pas le fond du bol. Ne pas avoir de sens pour l'art, ce n'est pas grave. On peut ne pas lire Proust, ne pas écouter Schubert et vivre en paix, mais le misomuse ne vit pas en paix. Il se sent humilié par l'existence d'une chose s'il le dépasse et il la hait. Il existe une misomusie populaire, comme il y a un antisémitisme populaire. Les régimes fascistes et communistes savaient en profiter quand ils donnaient la chasse à l'art moderne. Hein, Bruno? Tu es misomuse, Bruno? Bruno! Mais il y a la musomusie intellectuelle, sophistiquée. Elle se venge sur l'art en l'assujettissant à un but situé au-delà de l'esthétique. La doctrine de l'art engagé. L'art comme moyen d'une politique. Quand tu promeus le female gaze, là, Iris, viens là. Iris, viens là. Quand tu promeus le female gaze, là, la merguez, là, t'es misomuse. Voilà, c'est juste pour te le dire. Allez, dégage. Les théoriciens pour qui une œuvre d'art n'est qu'un prétexte pour l'exercice d'une méthode psychanalytique, sémiologique, sociologique, etc. La musomusie démocratique, le marché en tant que juge suprême de la valeur esthétique. Alors ça c'est pareil, ça c'est pour tous les gens qui sont là en train de te dire oh, le film est forcément bon, Avenger c'est forcément un chef-d'œuvre. Bah oui, tu comprends, regarde combien il a fait au box-office mondial, toi t'es qu'un jaloux. Voilà. Donc à part d'être un argument comme ça, un appel au peuple, un sophisme, bah c'est malheureusement également de la misomusie. Tu es misomuse. Voilà, tu n'aimes pas vraiment l'art. Ce que tu aimes, c'est que ça plaise et que ça rapporte des sous, de gros sous. Et pour revenir à ce qu'il disait juste avant, sur ces théoriciens de l'art qui voient absolument une méthode comme ça pour faire une sorte de psychanalyse, ben, pensez-y en fait. La prochaine fois que vous verrez un grand vidéaste faire une analyse comme ça d'un film et puis évoquer comme ça la psyché du réalisateur et dire « Non mais tu vois, c'est parce qu'il est en dépression là, tu vois. Non, c'est une dépression ça. Caractérisé, c'est pour ça qu'il était si dark. » Mais en fait là, en disant ça, il ne dit rien, si le film est réussi ou s'il est raté. Il ne dit rien de l'émotion esthétique que lui a ressentie devant ce film. Et si je dis ça, c'est par clin d'œil à la séance de Marty, qui m'a insulté en disant que mes vidéos manquaient de poules. Das Tyrannosaurus Rex ist schon da. Das ist unglaublich. Was müssen wir machen? Ist ein Tyrannosaurus Rex träumen? Je fais pas très bien Werner Herzog, hein. Et qui m'a vanté les mérites de cette vidéo de Monsieur Bobine, ou devrais-je dire Monsieur Misomuse, dans lequel en fait il va analyser Indiana Jones 2, le Temple Maudit, qui est clairement pour moi pas un bon film, sans que ça soit mauvais pour autant. Et en fait le but de la vidéo c'est de savoir si le film c'est un film de Spielberg ou si c'est un film de Lucas. George Lucas qui a écrit le scénario comme il a écrit le scénario de tous les Indiana Jones. Et donc au début de la vidéo, il va essayer de chercher des motifs récurrents dans la filmographie de Spielberg qu'on va retrouver dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Je trouve ça, on va dire, elle est plutôt intéressant. On reprend un peu comme ça la théorie du cinéma d'auteur, où l'auteur aurait ses propres motifs récurrents dans sa carrière. Bien que malheureusement, le simple fait d'identifier ces motifs permette de dire bah, si quelqu'un est un auteur ou s'il ne l'est pas. Par contre, ça ne permet pas de dire si un film est bon ou pas. Tu peux pas dire, ah, regarde, il y a un motif récurrent, c'est un auteur, donc c'est un bon film. Ça va pas comme ça. Il existe également, monsieur, madame, de mauvais auteurs. Mais moi, ce qui me pose un peu plus problème, c'est au milieu de sa vidéo,
c'est lorsqu'il va dire Je ne rejette absolument pas le fait que les idées noires de Lucas aient pu infuser, voire infecter le Temple maudit. Mais je pense que ça peut tout aussi bien s'appliquer à Spielberg, pour peu qu'on n'ait pas peur de faire de la psychologie de comptoir. Si on replace le film dans son contexte, on constate qu'il arrive à un moment bien particulier dans la vie de Spielberg. Je ne vois pas ce que ça apporte à faire une psychanalyse de Steven Spielberg pour se dire oui, quand même regarde, dans le contexte, avec l'état mental dans lequel il se trouvait, tu vois. C'est obligé quand même qu'il avait des idées noires et qui explique le ton du film. Je vois pas ce que ça apporte. J'ai des gros doutes en fait sur la fiabilité de la démarche où tu peux dire ouais, quand même regarde franchement... Non, mais il y a des gens qu'il connaît qui sont morts, c'était ses amis et donc forcément il était dépressif, forcément ses idées noires elles viennent de lui, forcément le côté sombre vient de lui. J'ai vraiment un doute sur la fiabilité de cette méthode. Franchement, je suis pas sûr que ça soit 100% fiable et vu que c'est pas 100% fiable, je vois pas en quoi c'est pertinent. Je vois pas en quoi tu dis quelque chose qui apporte quelque chose au film. Tu es en train d'expliquer vaguement une hypothèse de pourquoi est-ce que le film est comme ça. Surtout que d'après cette hypothèse, ce n'est pas que une volonté du réalisateur, je ne dis pas qu'il n'y a pas une volonté du réalisateur, mais ce n'est pas que une volonté du réalisateur de faire un film plus sombre, mais tu vois, il y a l'inconscient comme ça qu'il travaille et tout, peut-être le ça qui ressort. Bon, j'exagère un peu les propos de Monsieur Misomuse, mais quand même, hein, où est la pertinence là-dedans? Où est la pertinence? Bon, évidemment, je suis pas en train de vous dire que Monsieur Misomuse, c'est à mettre au même niveau que tous les faquins qu'on trouve sur Internet, mais quand même, gardez un peu de recul vis-à-vis d'une démonstration. Réfléchissez en quoi c'est hyper pertinent pour apprécier un film, pour juger un film, pour comprendre un film, pour éprouver une émotion esthétique devant un film, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a véhiculé cette émotion esthétique chez vous. Il faut faire la psychanalyse du réalisateur et savoir oh mon Dieu, George Lucas est en plein divorce. On s'en bat les couilles. Spielberg a perdu un ami, c'est pour ça, tu vois. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle compréhension du langage cinématographique ça vous apporte? Au mieux, c'est une anecdote. Mais est-ce qu'elle est stylée, cette anecdote? Et pour finir, en fait, je ne peux pas résister, vu que je vous ai parlé de l'art du roman de Kundera, de vous parler, tout simplement, en fait, de sa définition de l'élitisme. Voilà, car je sais que beaucoup de mes détracteurs utilisent cette épithète pour me qualifier. Les pauvres, ils ne sont pas prêts. Élitisme, point. Le mot élitisme n'apparaît en France qu'en 1967. Le mot élitiste qu'en 1968. Pour la première fois dans l'histoire, la langue elle-même jette sur la notion d'élite un éclairage de négativité, sinon de mépris. La propagande officielle dans les pays communistes a commencé à fustiger l'élitisme et les élites au même moment. Par ces mots, elle visait non pas les chefs d'entreprise, des sportifs célèbres ou des politiciens, mais exclusivement l'élite culturelle, philosophes, écrivains, professeurs, historiens, hommes de cinéma et de théâtre. Hein, c'est vrai, pourquoi est-ce que le petit Mbappé, hein, pourquoi il serait pas un élitiste comme ça, vous la faire des tac-tac-tac avec ses pieds? J'en sais rien, je regarde pas le foot, hein, mais tac-tac-tac. J'ai le vocabulaire, monsieur, pour parler de football, j'ai le vocabulaire. Tac-tac-tac. Synchronisme étonnant. Il fait penser que c'est dans l'Europe tout entière que l'élite culturelle est en train de céder sa place à d'autres élites. À l'élite de l'appareil policier là-bas, à l'élite de l'appareil masse médiatique ici. Ces nouvelles élites, personne ne les accusera d'élitisme. Ainsi, le mot élitisme tombera bientôt dans l'oubli. Alors le texte a été écrit dans les années 80. Bon, malheureusement le mot élitisme n'est pas tombé dans l'oubli, mais on peut quand même noter qu'il a vu juste sur le fait que ça soit les élites intellectuelles, les élites philosophiques qui soient accusées d'élitisme, et pas les politiciens, pas les gens qui contrôlent les médias, pas les gens qui appartiennent de facto à une élite et qui empêchent tous les autres d'y accéder. Par contre, dès que quelqu'un a un peu de culture, alors là, pour crier à l'élitisme, il y a du monde, hein. Sont-ils les idiots du système? Oui.